Quel est l'impact environnemental des influenceurs? Voilà le thème de notre débat avec Sally Jacquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultante en numérique responsable chez Foodsprint, et Mamadou Dembélé. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes influenceur écolo, fondateur de The Impact Story. Foodsprint, c'est une agence digitale qui est dédiée au numérique responsable. Est-ce que c'est une prise de conscience récente, ça? Oui, c'est une prise de conscience récente. En fait, au fur et à mesure des années, on a vu l'impact du numérique sur l'environnement s'accroître au fur et à mesure qu'on a des usages qui vont se démultiplier et qui vont être de plus en plus énergivores. Aujourd'hui, le numérique, ça représente 1,5 milliard de tonnes. C'est l'équivalent, si on parlait en pays, du 5e pays le plus gros pollueur du monde. Mais ça, c'est récent parce que, en fait, le numérique s'est créé sur peut-être un mythe, le côté virtuel. On n'a pas l'impression que derrière, il y a des métaux rares, il y a de la production, il y a des data centers, etc., etc. Tout ça, on ne s'en rendait pas compte, quoi. En fait, là, c'est exactement ça. Il y a une partie qui est immatérielle, qui fait que la prise de conscience prend beaucoup plus de temps. Mais finalement, quand on commence à s'y intéresser, on a des impacts vraiment tangibles, que ce soit la pollution donc, au niveau des data centers, au niveau des appareils, des terminaux, des utilisateurs, et surtout de l'utilisation qu'on va avoir d'Internet. Et c'est là où, en fait, Foodsprint se spécialise dans l'accompagnement des entreprises pour réduire les émissions qui sont liées à leurs activités digitales. Donc, les sites Internet, l'usage des réseaux sociaux, comme on va en parler un peu plus tard. Voilà, tout cet usage d'Internet qui, par exemple, si on prend l'idée de la publicité digitale, qui est vraiment 100% dématérialisée, on parle de 40 millions de tonnes par an, qui est l'équivalent à peu près d'un pays comme la Suède. Avec donc, la publicité digitale, d'accord. Évidemment, ça passe par la production de contenu, ce dont on va beaucoup parler ensemble. Mamadou Dembélé, c'est pour alerter les entreprises sur leur impact environnemental que vous avez créé The Impact Story? The Impact Story, ça a été créé en partant d'un double constat. Le premier, c'est qu'on parlait peu d'environnement et d'écologie sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias traditionnels. Et le deuxième, c'est que quand on en parlait toujours avec un prisme négatif, un ton alarmiste, ce qui est nécessaire, mais pas suffisant. Et l'idée, c'était de montrer que derrière, il y avait des solutions, il y avait des projets, des citoyens qui se mobilisaient et qu'il y avait beaucoup de positifs à en retirer de tout ça. Alors, est-ce qu'on va arriver au cœur du projet? Est-ce que du sujet. Est-ce que vous produisez beaucoup de contenu vidéo? Forcément, d'une certaine façon. Oui. Effectivement, je produis beaucoup de contenu vidéo, mais toujours avec l'idée de sensibiliser et de montrer le positif dans l'écologie. Je vous pose cette question parce que donc, vous avez Foodsprint a mené une étude avec Millhead sur l'impact carbone des influenceurs. Déjà, comment vous avez travaillé? C'était quoi la démarche? La démarche, c'était de se dire qu'on voulait s'intéresser à l'impact des réseaux sociaux. Pour expliquer clairement comment une publicité, comment une vidéo par exemple va générer des émissions, c'est que si par exemple je regarde une vidéo sur YouTube de 30 secondes, cette vidéo-là elle va être stockée sur un serveur, par exemple le serveur de YouTube, elle va devoir être transférée jusqu'à, par exemple, mon téléphone via des réseaux de télécommunications et ensuite elle sera affichée sur mon écran. Toutes ces différentes étapes, ça génère de la consommation d'énergie qui va se transformer en énergie carbone. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un profil fictif, finalement, pour analyser quel serait l'impact de publier des vidéos sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, TikTok. Donc, vous avez créé une influenceuse type. Exactement. Que vous avez appelée Clara. Donc, qui a sa principale caractéristique, c'est le nombre d'abonnés, de followers. Exactement, parce qu'en fait, c'est ça qui va générer l'impact. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux influenceurs pour finalement incarner cet impact environnemental des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, c'est un type de profil qui va avoir beaucoup de publications et surtout une forte audience. Et c'est en fait l'accumulation des vues qui va générer une empreinte carbone assez lourde parce qu'on parle de l'équivalent de 481 vols aller-retour Paris-New York sur un an, donc c'est considérable. C'est ça, une influenceuse française, donc fictive, mais suivie par 3 millions d'abonnés, elle pourrait générer 1072 tonnes de CO2 par an et ça équivaut à ces allers-retours Paris-New York. Mamadou Dembélé, est-ce que ça passe sous les radars du milieu des influenceurs, cette idée-là, la responsabilité environnementale ou l'impact carbone? Oui, effectivement, aujourd'hui, les influenceurs en parlent peu des sujets environnementaux et surtout peu osent parler des effets qu'il y a derrière sur la consommation énergétique de la publication de vidéos. Mais du coup, je pense qu'il faut aussi voir les réseaux sociaux comme un outil de sensibilisation qui est assez puissant. Il y a des milliards de personnes même qui utilisent les réseaux sociaux tous les jours. Et donc, il faut utiliser cet outil comme une arme de sensibilisation pour justement alerter sur ces sujets.
Oui, les influenceurs, et des influenceurs comme vous, ils ont un rôle à jouer finalement dans quoi? Dans la pédagogie, Sur la sensibilisation, la pédagogie, oui. sur aussi l'idée... les influenceurs aujourd'hui sont devenus aussi des leaders d'opinion, Oui. où ils sont suivis par donc, des millions de gens, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, les 15-25 ans, ils sont 80% à suivre des influenceurs, donc ils dictent aussi des normes. On appelle un peu les rôles modèles, quoi. C'est devenu des formes de rôle modèle, Oui. et donc à travers ce rôle, ils ont une responsabilité qui est de sensibiliser sur tous ces sujets. Sauf que des influenceurs comme vous, avec cet engagement environnemental, il y en a très peu aujourd'hui. Il y en a peu, mais on en voit de plus en plus, Oui. surtout des influenceurs traditionnels, entre guillemets, qui commencent à faire leur transition Oui. et à parler justement de ces enjeux-là. D'accord. Avec, il y a souvent des partenariats qui sont évidemment noués par des influenceurs. Là aussi, il y a une prise de conscience à accélérer. Comment ? Oui, ce que je dis qui est souvent compliqué pour des influenceurs traditionnels, Oui. c'est que leur business model repose sur des partenariats. Et donc, parler de ces enjeux-là, c'est aussi se priver d'une forme de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a peu d'influenceurs qui osent parler de transition écologique, mais on en voit de plus en plus. Et aujourd'hui, Parce qu'ils ont peur de se priver d'annonceurs, en fait, c'est ça ? Exactement. De partenaires, quoi. Exactement. Ouais. Ils ont peur de ça, mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est que des influenceurs commencent justement à faire attention au type de partenariat qu'ils font, qui vérifient derrière l'entreprise si elle n'a pas été prise dans des scandales. Donc ça fait partie de la responsabilité des influenceurs aujourd'hui de voir tout ça. Comment, Sally Jacquet, les influenceurs peuvent réduire leur impact carbone ? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Et en fait, et là où on souhaitait le souligner dans l'étude, c'est que la réduction de cette empreinte carbone, l'empreinte carbone de Clara, par exemple, c'est vraiment une contribution collective. Donc, c'est un travail de groupe, quoi. Ouais. C'est un travail de groupe. Exactement. Ouais. C'est vraiment, et c'est vraiment ce qu'on voulait souligner dans l'étude, qui est pas du tout, l'idée, c'est pas du tout de pointer du doigt, c'était vraiment de sensibiliser toutes les parties prenantes, parce qu'on va avoir les créateurs de contenu qui peuvent agir, par exemple, sur la durée du contenu, ou du moins le garder en tête, ou sur la compression des vidéos ou des images qui vont avoir un impact sur la quantité de données stockées et transférées. Donc, par exemple, on montre dans l'étude que réduire une vidéo, donc les vidéos moyennes de YouTube sur Clara, par exemple, sont de 17 minutes, alors qu'on a des études qui montrent qu'un contenu sur YouTube entre 10 et 15 va générer un maximum de vues et de performances versus un contenu plus long. Et donc, par exemple, donc il faut mieux, juste pour être sûr d'avoir bien compris, il faut mieux faire des contenus pas trop longs pour toucher son audience, c'est ça ? Exactement. On le constate. C'est quoi la bonne durée ? C'est une dizaine de minutes ? Ça va dépendre des plateformes. Donc sur YouTube, on est sur 10-15. D'accord. Sur Instagram, on va être entre du 5 et 10 secondes. Okay. Et sur TikTok, entre 16 et 20. Okay. Et le fait de garder cela en tête, quand on multiplie par le nombre de contenus qui vont être postés sur une année, voire sur plusieurs, et par le nombre d'influenceurs et de créateurs de contenu, on atteint vraiment un impact considérable. Pour Clara, je crois que sur 5 ans, la réduction totale, juste en touchant la durée moyenne des vidéos, était de 2000 tonnes sur 5 ans. Donc ce qui est un impact considérable. Et pareil sur la compression des vidéos, où on a une résolution standard de 1080 et du 720, ça permet de réduire de 50% à peu près les émissions. Donc, alors quand vous dites, je reste avec vous parce que sur le côté collectif, donc là, ce que vous nous décrivez, c'est quand même plutôt des influenceurs eux-mêmes ou de ceux qui les aident à faire les vidéos, mais il y a une responsabilité des annonceurs aussi. Moi, on parlait de sites internet. Moi, on commence à voir fleurir des sites internet, on va dire low-tech, où les vidéos se déclenchent pas forcément automatiquement, etc., etc. Enfin, il y a là aussi toute une éducation à faire. Il y a une éducation à faire qui se fait de manière plus ou moins rapide, surtout en France, où on est un pays qui est plutôt en avance sur le sujet, avec un début de réglementation, des normes d'éco-conception de sites web qui sont en train de se mettre en place. Et ce qui est intéressant finalement dans tout le concept de numérique responsable, c'est qu'en fait, par exemple, réduire son site, améliorer son site pour le rendre moins énergivore, c'est en même temps améliorer ses performances, parce qu'en rendant un site plus léger, on va par exemple améliorer la vitesse de chargement. Et c'est autant de critères qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur, par exemple. Donc les deux vont vraiment dans le même sens. Qu'on parle de site web ou qu'on parle de la manière dont on fait du contenu sur les réseaux sociaux, on peut vraiment joindre sobriété avec performance et efficience. Mamadou Dembélé, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde, qui dit tiens, mais oui, moi aussi je veux jouer un rôle et porter les thèmes de l'environnement en étant influenceur, comment ils peuvent en parler ? Il faut que ce soit inscrit dans l'éditorial. Comment ils peuvent en parler ? Il y a plusieurs manières d'en parler.
Aujourd'hui, les influenceurs et créateurs de contenu, ils ont peur d'en parler parce que le premier sentiment qu'ils ont, c'est le manque de légitimité. Et donc, ça passe justement aujourd'hui pour eux par de la sensibilisation. Ils peuvent commencer par sensibiliser via des stories. Ils peuvent aussi commencer à promouvoir un mode de vie qui est beaucoup plus responsable, que ce soit par le fait de promouvoir des voyages en train, par exemple, promouvoir une alimentation plus végétale. Donc, je pense que c'est vraiment, ça se fait de différentes manières. Donc, que ce soit la promotion d'un style de vie plus durable ou également arrêter justement la promotion de l'avion ou d'autres. C'est un enjeu très important parce que finalement, la transformation écologique ou environnementale, il faut la rendre désirable, quoi. Et vous avez ce sentiment-là de jouer, de prendre votre part là C'est tout le but de The Impact Story, c'est vraiment montrer qu'il y a beaucoup de positifs dans l'environnement, dans l'écologie, en montrant des initiatives et surtout montrer que ces enjeux-là sont désirables et positifs. C'est vraiment montrer que c'est quelque chose de souhaitable et plutôt que d'avoir une approche qui est portée sur un ton alarmiste ou culpabilisant, montrer que derrière, c'est quelque chose qui est souhaitable. Sally Jacquet, on va terminer là-dessus. Ça peut être une opportunité business aussi. C'est tout à fait une opportunité business parce qu'on peut, c'est tout le message de Foodspring de se dire qu'on peut améliorer, réduire son empreinte carbone sans affecter ses performances, donc que ce soit au niveau du site web comme je l'expliquais, ou au niveau des campagnes, parce que dans ce qui va être le choix des collaborations, de choisir des influenceurs qui vont être plus engagés, ça va répondre à une demande des consommateurs de plus d'authenticité. Et d'être plus connecté finalement aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Donc en termes d'image et de perception de marque, c'est un point positif. Et en termes de performance média, par exemple, le fait de promouvoir un contenu plus court, ça va aussi permettre de maximiser le temps d'attention et la mémorisation publicitaire. Donc finalement, c'est une solution gagnant-gagnant. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter vos solutions. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On parle du domicile, des trajets domicile-travail.